concept humanitaire. Comprendre les principes et valeurs pour mieux servir l'humanité, car ils sont des boussoles qui guident l'action et transforment des vies. Concept humanitaire. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue dans votre émission Concept humanitaire sur la radio Humanité et Développement HDFM. Chaque semaine, nous explorons ensemble les valeurs, les principes et les outils qui font l'action humanitaire. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des concepts clés de la gestion de projets humanitaires. Projets, programmes, bénéficiaires, suivi, évaluation, tant d'éléments pour vous permettre véritablement de comprendre un projet humanitaire. Alors, pour nous guider, nous avons le plaisir de recevoir, comme toujours, M. Moussa Diallo, président de l'ONG AMSOD. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Boiré, bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. C'est un plaisir de vous avoir comme toujours dans cette émission, M. Diallo. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ces notions fondamentales qui structurent l'action humanitaire. Excellent, le plaisir est partagé. Alors M. Diallo, nous allons commencer. Et la toute première question, c'est de savoir quelle est la différence, M. Diallo, entre projet et programme dans le domaine humanitaire. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de saluer tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui nous écoutent encore sur cette émission-là. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous allons échanger sur les différents concepts en lien avec la gestion des projets humanitaires. Donc, avant d'aller même dans la définition ou la différenciation de ces différents concepts, il est important pour moi de placer les décors en disant que pourquoi d'ailleurs les organisations humanitaires interviennent pour la mise en œuvre des projets dans un contexte de crise ou d'urgence. Excellent. Déjà, il est important de préciser que lorsque une crise survient dans un pays, peu importe le pays, et quand on parle de crise, ça peut être une crise de nature humaine, comme un conflit humain ou bien une catastrophe naturelle. Lorsque ces crises-là surviennent dans des pays, les organisations à but non lucratif, qu'on appelle les ONG, s'organisent en fonction de leur mandat pour venir apporter assistance aux populations qui sont affectées par ces crises. Et en venant apporter justement cette réponse-là, ces organisations viennent en fonction de leur mandat. Vous avez des ONG qui interviennent dans le secteur de l'éducation, d'autres interviennent dans le secteur de la santé, d'autres la protection, d'autres apportent de l'eau, d'autres distribuent de nourriture. Chaque organisation vient avec des projets pour satisfaire le besoin donc, de ces communautés qui sont affectées par ces crises-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a crise, le pays en question qui est touché par la crise peut justement demander à la communauté internationale de venir en appui à son pays, ou bien même souvent nous avons des contextes où la communauté internationale elle-même peut imposer l'assistance lorsque, par exemple, ce pays même est une partie du conflit. Et donc, les communautés en tant que telles de ce pays-là peuvent directement aussi solliciter de l'aide. Et en ce moment, maintenant, les organisations humanitaires, comme je l'ai dit, en fonction de leur mandat, s'organisent pour venir apporter assistance. C'est cette assistance-là, en fait, qu'on appelle projet. C'est-à-dire, on va maintenant mettre en place des mécanismes qui permettent donc à ce que ces ONG-là puissent solutionner les problèmes auxquels les communautés sont confrontées. Alors, M. Diallo, je disais que dans le jargon, ce que vous venez de dire, ça permet véritablement de mettre l'émission en contexte et d'expliquer. Mais moi, j'entends véritablement à chaque fois projet, programme, et la façon dont vous expliquez le projet, je le comprends. Mais quelle est la différence dès lors entre un projet et un programme? Oui, j'y viens, justement. C'était un peu quand même pour expliquer comment d'abord l'idée de projet vient. Excellent.
parce que pour faire la différence, il faudra d'abord comprendre qu'est-ce que chaque concept. Excellent. Donc, quand nous prenons un projet, n'oubliez pas que nous sommes dans le contexte humanitaire, parce que lorsqu'on parle de projet, lorsqu'on est dans une entreprise, et lorsqu'on parle de projet, lorsqu'on est dans une ONG, c'est deux notions complètement différentes, parce que les deux entités n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, lorsque nous parlons de projets, c'est important pour nos auditeurs de comprendre quoi le projet et comment est-ce que le projet est mis en place. Alors, donc, quand on parle de projet, c'est un ensemble d'activités cohérentes, organisées dans le but de répondre à un besoin précis d'une cible donnée, c'est-à-dire d'une population donnée, dans un délai donné, autrement dit, donc dans un temps donné, et avec également aussi des ressources qu'on appelle les ressources financières ou les ressources humaines, donc notamment le budget. Donc, lorsqu'on parle de projet, il s'agit tout simplement que l'organisation arrive à mettre en place certaines activités qui sont des activités qui ont des liens les unes des autres pour avoir l'impact recherché. Et avant d'arriver justement à ce paquet d'activités que nous allons mettre en place, les ONG vont faire plusieurs consultations. Vous savez, lorsqu'on parle de projet, il y a ce qu'on appelle le cycle du projet. Et dans ce cycle du projet, l'élément fondamental, le premier élément, c'est justement la détermination des besoins. Donc l'identification des besoins des communautés, ce qu'on appelle la phase d'identification. C'est cette phase d'identification qui va nous permettre même d'identifier les activités qui correspondent aux besoins, qui correspondent aux défis des communautés. Nous allons faire ce qu'on appelle l'arbre à problème. L'arbre à problème, c'est quoi? Il faut aller maintenant au sein des communautés faire des consultations, des ateliers d'organisation, d'élaboration de notes conceptuelles. Et là, maintenant, on va identifier l'ensemble des problèmes. Et donc, les organisations vont identifier les besoins. Et c'est ce qu'on appelle l'arbre donc à problème. L'arbre à problème consiste maintenant à identifier l'ensemble des besoins. Ça peut être des besoins en eau, ça peut être des besoins en santé, ça peut être des besoins en éducation et ainsi de suite. Ce sont ces besoins-là que nous allons transformer en ce qu'on appelle l'arbre à solution, qui devient maintenant les activités qu'on va proposer dans le projet pour répondre aux besoins justement donc de ces populations. Et donc un projet va se mettre en place lorsque nous allons mettre en œuvre plusieurs activités concordantes. Par exemple, quand on prend l'éducation, si nous voulons résoudre les problèmes, par exemple, d'accès à l'éducation aux jeunes filles, nous allons mettre en place plusieurs activités. Des activités en lien avec le plaidoyer, des activités en lien avec le renforcement des capacités des comités de gestion scolaire, des activités en lien avec les distributions de kits scolaires, ainsi de suite. Et toutes ces activités sont interdépendantes et vont permettre justement donc d'atteindre le but, d'atteindre l'objectif donc du projet. C'est pourquoi on parle d'ensemble d'activités cohérentes et qui est mise en œuvre dans un délai donné. Autrement dit, un projet a toujours un début et une fin. Le projet peut commencer en janvier et se terminer en décembre, par exemple, ou le projet peut commencer sur une année et se terminer sur 2 ans, sur 3 ans. Mais ce qu'il faut retenir pour nos auditeurs, c'est qu'un projet a toujours un début et une fin. Et quels qu'en soient aussi les défis, le projet a toujours un budget. Autrement dit, le projet ne peut pas répondre à tous les besoins. Nous avons identifié plusieurs problèmes, plusieurs besoins, mais le projet ne peut pas malheureusement résoudre tous ces besoins. Donc le projet va, en fonction du budget, répondre donc à ce besoin donc, précis. Et dernier élément que je voulais ajouter, c'est que il y a la notion de cible dans la définition donc, du projet. Autrement dit, lorsque nous avons identifié les problèmes, maintenant ces problèmes-là s'adressent à qui? Malheureusement aussi, le projet ne peut pas résoudre le besoin de toute la population d'une zone donnée. Est-ce que le projet s'adresse aux jeunes filles? Est-ce que le projet s'adresse aux parents? Est-ce que le projet s'adresse aux autorités? Donc les cibles auxquelles donc, le projet est destiné également, on va les définir. Donc pour me résumer, à nos auditeurs, lorsqu'on va leur demander de définir un projet, il y a des éléments, il y a des notions essentielles qui doivent ressortir. Quelles sont ces notions? C'est, comme je l'ai dit, la question d'activité cohérente, la notion du besoin précis, c'est-à-dire
le projet s'adresse à qui, donc la cible, la question du délai, le projet a un début et une fin, et enfin, les questions donc des budgétaires, donc les ressources disponibles. Monsieur Diallo, je pense que nos auditeurs ont véritablement compris cette partie et je peux moi-même me prêter à l'exercice et essayer peut-être de résumer ce qui vient d'être dit. Quand on parle de projet, ce que je comprends, c'est un ensemble d'activités interdépendantes avec une certaine cohérence permettant véritablement de résoudre un problème et dans une certaine durée. Exactement, avec des ressources. Avec des ressources. Absolument. Excellent, monsieur Diallo. Alors ça, on l'a véritablement compris. Maintenant, venons-en à un programme. Alors, lorsqu'on parle de programme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un programme est un ensemble de projets qui concourent à un même objectif de manière transversale. Autrement dit, lorsque nous parlons, dans un français beaucoup plus simple, lorsque nous parlons de programme, il s'agit d'un ensemble de projets. Un projet, nous avons dit, c'est un ensemble d'activités, mais un programme est un ensemble de projets. Ces projets-là visent à atteindre l'objectif ultime du programme. Donc, c'est plusieurs projets mis en œuvre qui vont permettre d'atteindre l'objectif donc, du programme. Par exemple, lorsqu'on prenons l'exemple d'un programme de sécurité alimentaire, nous allons avoir maintenant des projets. Des projets, par exemple, qui vont s'articuler autour de tout ce qui est accessibilité, par exemple, donc des intrants. Vous pouvez avoir également des projets qui vont faciliter tout ce qui est transformation agroalimentaire, mise en relation des agriculteurs. Vous pouvez avoir également d'autres projets donc, en lien avec l'accès au marché. Donc, ces différents projets-là, lorsqu'ils sont mis en œuvre, vont permettre donc d'atteindre le but ultime du programme. Donc, lorsque nous parlons des programmes, il s'agit en fait de plusieurs projets qu'on met et généralement, le programme a plus de durée que le projet. Un projet, par exemple, peut être sur une année, sur 2 ans, surtout dans le contexte des gens, ce qu'on appelle les projets humanitaires, alors que le programme peut être donc sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec aussi plusieurs composantes. Et chaque composante, en ce moment, est considérée comme un projet à part. Alors, M. Diallo, si je comprends bien, là, quand on parle de programme, ça veut dire que c'est un palier supérieur de projet, puisqu'un programme est composé de plusieurs projets. Absolument. Et d'ailleurs, quand on fait la pyramide, au-delà même du programme, il y a ce qu'on appelle le plan. Excellent. Alors, quand on parle de plan, le plan est un ensemble de programmes, le programme est un ensemble de projets, le projet est un ensemble d'activités. Wow. C'est pourquoi on parle de plan stratégique. Autrement dit, la déclinaison d'une vision à long terme. Sur 5 ans, sur 6 ans, on va mettre en œuvre des plans stratégiques et ces plans stratégiques-là, pour les mettre en œuvre, on va mettre des programmes. Et les programmes, pour les mettre en œuvre, on va mettre des projets. Et les projets, ce sont les activités qu'on va mettre en place. Ah, ça c'est très bien, M. Diallo. Et je pense que la compréhension devient très très fluide et la conversation très intéressante. Là, tout de suite, vous parlez d'activité, mais de façon concrète. Dans le cadre d'un projet, c'est quoi une activité et comment se matérialise une activité? Une activité, alors, c'est, comme je l'ai dit, nous allons maintenant partir sur le terrain, essayer de voir le besoin. Une activité, c'est la solution à un problème qu'on a identifié. Lors de l'analyse, lors de l'identification des besoins, on s'était rendu compte que, par exemple, il n'y a pas d'école où il n'y a pas de cantine scolaire au niveau de l'école et donc les enfants ne peuvent pas rester à l'école toute la journée. Excellent. On va mettre en place une activité de mise en place de la cantine scolaire au sein de l'école pour maintenir les enfants à l'école. Donc, c'est la solution à ces problèmes identifiés de rétention des enfants à l'école parce qu'il n'y a pas justement la cantine scolaire. Et donc, on va maintenant identifier ce problème-là et lui apporter la solution à travers l'activité qui va permettre donc de solutionner. Et pour mettre l'activité donc en œuvre, donc on va maintenant identifier le budget qu'il faut pour cette activité, les bénéficiaires qu'il faut pour cette activité et surtout la stratégie d'implémentation de cette
cette activité-là. Monsieur Diallo, dans la même dynamique, pour montrer que j'ai vraiment compris ce que vous dites, dans le cadre d'un même projet, on peut recenser un problème de latrine, par exemple, qui fait en sorte que certaines filles ne viennent pas à l'école ou bien partent très tôt parfois. Et dans le cadre de ce projet-là, il y a un besoin T, donc on va initier une activité où on va faire des latrines pour permettre aux filles de rester à l'école. Exactement. Et comme je l'ai dit, en fait, les activités en fait, doivent avoir une certaine cohérence. Voilà. Une cohérence et corrélation. Corrélation. C'est-à-dire, on ne va pas mettre des activités disproportionnées. On ne va pas prendre une activité de santé, une activité d'éducation qui n'ont rien à voir les unes des autres, justement parce qu'il faut mettre en œuvre des activités. Non. Toutes les activités qu'on va mettre en œuvre dans le cadre d'un projet vont avoir une certaine relation d'interdépendance et qui vont agir au final sur le résultat que le projet vise. Si la question des latrines se pose, vous allez voir qu'en parallèle, par exemple, à la question des latrines, il y a aussi donc la question de l'accès, par exemple, pour les personnes en situation de handicap. Autrement dit, on va prendre en compte aussi donc cette activité-là qui va aussi permettre aussi l'accès donc des enfants ou des personnes en situation de handicap au latrines. Donc c'est plus... Non mais M. Diallo, ça veut dire que le tout dépend véritablement de la nature du projet. Oui, de la nature du projet. C'est pourquoi je disais que chaque ONG intervient en fonction donc, de son domaine d'intervention. Une ONG qui est spécialisée dans le WASH viendra pour mettre à résoudre le problème de WASH identifié dans... C'est pourquoi une ONG, par exemple, ne peut pas résoudre tous les problèmes identifiés au Mali. Autrement dit, une seule ONG viendra au Mali résoudre la crise et partir. Mais chaque ONG intervient en fonction de mandat, met en œuvre des activités en fonction de son expertise. Par exemple, quand on parle de protection, vous avez donc des ONG spécialisées dans le secteur de la protection et qui connaissent les stratégies idoines pour pouvoir donc atteindre ou pour pouvoir résoudre le besoin de protection de la population ciblée. Mais je me dis, M. Diallo, c'est intéressant ce dont on parle. Et c'est pour ça qu'il y a les clusters. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler prochainement. Absolument. Pour montrer que les domaines d'intervention diffèrent. Absolument. Mais quand vous mettez les efforts ensemble, chaque organisation sait véritablement où toucher pour pouvoir impacter la communauté. Absolument. Il s'agit là vraiment de la coordination. Il y a ce qu'on appelle aussi l'intercluster, qui était aussi un organe qui regroupe tous les clusters pour justement faire en sorte que, même au niveau de la coordination, que cette interdépendance des secteurs d'intervention puisse se mettre ensemble pour avoir l'impact recherché. Non, c'est très important et j'ai véritablement compris l'explication. Alors, M. Diallo, pourquoi il est important de clarifier ces notions avant d'agir sur le terrain ? Parce que ce que nous faisons est très très important là tout de suite. Mais pourquoi il est important pour ces organisations-là de clarifier ces notions avant d'agir sur le terrain ? Je pense que c'est extrêmement important, à la fois pour les organisations humanitaires, mais aussi à la fois aussi pour les bénéficiaires, mais aussi surtout comme... on a l'habitude de dire pour nos étudiants, pour les jeunes, pour les personnes qui veulent se lancer. Parce que la clarté conceptuelle conditionne en fait la cohérence opérationnelle. Si les équipes en fait ne comprennent pas la différence qui existe entre un programme et un projet ou bien même une activité, il y a un risque de confusion même dans la planification, dans le suivi et également aussi dans comment est-ce que nous allons mesurer donc ces résultats. Donc clarifier ces notions, je pense que ça permet vraiment de s'assurer que tout le monde, que ce soit les bailleurs, que ce soit les bailleurs, de poursuivre en fait les mêmes objectifs. Merci beaucoup, M. Diallo, et je suis certain que nos auditeurs ont véritablement compris cette partie. Maintenant, venons au niveau du cadre logique. C'est quoi le cadre logique ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Et lorsqu'on parle de projet, effectivement, un projet humanitaire, cela ne peut pas effectivement être mis en œuvre, être élaboré sans que nous puissions parler justement donc, du cadre logique. Le cadre logique, ce qu'il faut retenir pour nos auditeurs, c'est que c'est un ensemble, en fait c'est la photocopie, c'est la photo, c'est l'image en fait, du projet qui est résumé dans un tableau qu'on appelle le cadre logique. Autrement dit, un cadre logique, c'est un tableau d'abord. Excellent. C'est un tableau qui définit l'ensemble des concepts interdépendants qui décrivent de la façon opérationnelle et de la façon matricielle les aspects les plus importants d'un projet. Autrement dit, donc, dans ces tableaux-là, nous allons retrouver tout ce qui est activité, la description donc, des activités. Nous allons retrouver le but. D'ailleurs, permettez-moi de revenir en arrière. Lorsque nous parlons de cadre logique, il y a deux modèles de cadre logique.
Lorsque nous sommes dans ce qu'on appelle la gestion traditionnelle des projets, Excellent. en ce moment, nous parlons de cadre logique. Mais lorsque nous sommes dans ce qu'on appelle la gare, c'est la gestion axée sur le résultat. En ce moment, nous parlons de cadre de mesure de rendement. C'est différent. La gestion axée sur les traditionnels, donc dans le cadre logique, on va avoir tout ce qui est description, tout ce qui est indicateur, tout ce qui est source de vérification et les hypothèses et les risques. Mais lorsque nous parlons donc de cadre de mesure de rendement, en ce moment, on va avoir ce qu'on appelle les effets, les produits, les résultats intermédiaires. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même lecture. Donc nous avons deux types donc, de cadre logique donc, qu'on peut définir. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que le cadre logique, c'est un élément, un outil important pour justement le gestionnaire du projet, qui lui permet à tout moment de savoir l'évolution du projet. Est-ce qu'on est en train d'atteindre le résultat? Ainsi de suite. Donc c'est vraiment un outil qui permet à un moment donné donc, d'avoir une vision sur l'évolution du projet, et parce que je parlais donc, justement donc, des indicateurs. Ceux qui font le suivi donc, de ce projet vont transformer donc, ce cadre logique-là en outil donc, de suivi donc, qui va permettre d'être renseigné au fur et à mesure pour voir donc, l'évolution du projet. Donc vraiment le cadre logique, c'est vraiment un outil simplifié et un tableau donc, qui permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble des éléments du projet. Alors, M. Diallo, on peut dire que ce cadre logique contribue véritablement à la qualité d'un projet. À la base, pour nos amis qui sont spécialistes de montage de projet, on commence d'abord par le cadre logique lorsqu'on monte un projet. Avant de venir à tout ce qui est littérature, tout ce qui est stratégie, on commence d'abord. Rappelez-vous, lorsque je vous disais que dans la phase d'identification, on part sur le terrain pour identifier les besoins. En ce moment, en fait, lorsque nous partons sur le terrain, c'est pour identifier les éléments du cadre logique. Autrement dit, on va définir l'objectif du projet, on va définir les indicateurs, on va définir les risques, les hypothèses, on va définir les activités et surtout également aussi donc, les ressources. Donc le cadre logique, en fait, c'est l'élément de base même. C'est pourquoi je parlais donc vraiment d'une photographie qui va résumer dans son ensemble. Vous pouvez avoir un projet de 20 pages, 30 pages, 40 pages, mais seulement le cadre logique d'1 à 2 pages permet donc voilà, de résumer l'objectif, tout ce que nous voulons faire donc justement dans ces... Souvent les bailleurs se contentent uniquement de la logique d'intervention pour décider de la pertinence ou non d'un projet. Non, ce qu'on va retenir véritablement dans cette partie, c'est que quand on parle de cadre logique, c'est véritablement la photographie d'un projet. Exactement. Excellent, M. Diallo. Alors, M. Diallo, nous continuons. Et là, nous allons parler de cibles, de bénéficiaires et de participation communautaire. Il y a beaucoup de personnes qui font véritablement la confusion. Alors, c'est quoi la différence véritablement entre cibles et bénéficiaires? Les cibles, ça me rappelle effectivement, lors d'un entretien, je disais, on a posé la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'une cible? Donc, cette personne nous disait qu'une cible, c'est la personne qu'on veut abattre. Attention. Je dis que non, mais c'est important. Donc, vous voyez que c'est important de faire la différence entre de ce concept-là pour nos auditeurs. Très. Donc, lorsqu'on parle des cibles dans la gestion de projets alimentaires, les cibles sont les bénéficiaires du projet. Et on distingue les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Lorsque nous parlons de bénéficiaires directs, il s'agit donc de personnes qui sont directement visées par l'action que nous allons mettre en œuvre. Si le projet, par exemple, est un projet d'éducation ou c'est un projet, par exemple, de santé, est-ce que quand nous devrons faire des vaccinations, et donc si ici la cible, ce sont les enfants qui vont être directement vaccinés. Mais lorsque nous parlons de bénéficiaires indirects, il s'agit donc de personnes soit par lesquelles nous allons passer pour pouvoir atteindre les bénéficiaires directs, ou bien des personnes qui vont indirectement bénéficier de l'assistance. Par exemple, lorsque nous distribuons des moustiquaires à une femme enceinte, le bénéficiaire direct, c'est la maman et son bébé. Mais ce moustiquaire-là va servir à la famille. Monsieur va dormir dedans. Bien. Et donc, monsieur devient un bénéficiaire indirect. Lorsque, par exemple, nous formons les comités de gestion scolaire
sur une thématique donnée. Les bénéficiaires directs, ce sont les enfants. Mais pour atteindre en fait l'impact ou le résultat que nous cherchons, nous avons besoin de renforcer les capacités des membres du comité de gestion scolaire, par exemple sur le suivi pédagogique, ce qui va permettre donc de garantir que les enfants soient à l'école, les suivis, leur rendement, mais les bénéficiaires, ce sont les enfants. Et là, le comité de gestion scolaire, par exemple, ou les membres de ce comité qu'on va renforcer, c'est des bénéficiaires indirects, alors que les bénéficiaires directs, ce sont les enfants. Non, merci beaucoup pour ces exemples à titre illustratif. Ça permet véritablement à nos auditeurs de comprendre véritablement ces notions-là. Mais, M. Diallo, pourquoi il est important d'impliquer les communautés dans l'identification de ces bénéficiaires? Vous posez une question fondamentale qui fait que beaucoup de projets échouent. Beaucoup de projets ne sont pas acceptés. Beaucoup de projets ne correspondent pas aux besoins des cibles. Parce que justement, depuis cette phase d'identification, nous n'avons pas impliqué les communautés à la base. Vous savez, en matière de redevabilité, nous disons que nous devrons faire en sorte que nous devrons considérer les communautés qui sont victimes de crises comme étant des personnes qui ont des potentiels, qui ont des capacités, qui ont des intelligences, qui peuvent produire, qui peuvent proposer des solutions à leurs propres problèmes. Excellent. Et lorsque nous nous asseyons dans nos bureaux pour imaginer des solutions, imaginer des problèmes, imaginer des activités et que nous venons les mettre en œuvre, c'est là qu'on se rend compte que les activités proposées ne correspondent pas aux besoins de ces communautés. C'est là que beaucoup de partenaires, beaucoup de bénéficiaires ou beaucoup de leaders communautaires ne vont pas se reconnaître dans les projets proposés. Dans les projets proposés, dans les activités proposées. Et souvent, donc, on refuse purement et simplement donc, les interventions parce que quelqu'un qui a besoin de manger, si vous l'amenez de l'eau, vous n'avez pas résolu son problème. Quelqu'un qui a soif, vous l'amenez à manger, vous n'avez pas aussi résolu son problème. Vous avez résolu son problème à moitié. Lorsque vous venez, par exemple, avec des activités en fait, qui ne répondent pas aux besoins prioritaires, vous savez, ça me rappelle à un moment donné, quand Covid était là, nous avons un partenaire avec lequel nous travaillons sur les questions de sensibilisation sur Covid, sur cela. Et donc, dans les activités que nous mettons, nous avons tellement sensibilisé les communautés de Faladja qu'à un moment donné, ils nous ont dit, écoutez, on est fatigués, nous on a faim là, on connaît Covid, c'est bon, amenez-nous donc à manger. Donc, c'est pour dire vraiment que l'implication des communautés est vraiment importante dans le développement donc, de tout projet. Non, c'est important. Et comme on l'a dit au départ, cette émission sert véritablement à éduquer le public, à leur faire comprendre tout ce qui est humanitaire. Donc, ça sert également de plaidoyer. Donc tout le monde doit comprendre qu'on ne doit pas ôter cette intelligence-là aux communautés. On doit les impliquer parce qu'eux aussi ont leur mot à dire. Ou tout simplement parce que nous aussi, nous pourrons nous retrouver à leur place. Tellement vrai. Donc, imaginez que donc, on est à la place de communautés et que quelqu'un vient pour nous apprendre comment nous habiller, pour nous apprendre comment nous manger, pour nous apprendre comment est-ce que nous devrons faire pour faire sortir les latrines, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là que nous nous rendrons compte de ce qu'on faisait subir à ces autres personnes. Absolument. Non, c'est important véritablement. Et je suis certain que les auditeurs comprendront véritablement pourquoi il est important d'impliquer ces communautés. Alors, je pense que nous en avons un peu parlé, mais il est toujours important de le dire et de le redire encore. Quel rôle joue la participation communautaire dans la réussite d'un projet, M. Diallo? La participation des communautés dans la réussite d'un projet est capitale. Vous savez, les projets les plus réussis, ce sont les projets auxquels les communautés se sont appropriées. Autrement dit, auxquels les communautés ont participé, ont défini les objectifs, ont défini les priorités, ont défini les zones d'intervention et surtout ont participé aux critères de ciblage. Dans beaucoup de projets, lorsque les mécanismes de redevabilité remontent, des frustrations, remontent des plaintes, généralement c'est à la base, elles n'ont pas compris comment est-ce que les critères ont été définis, elles n'ont pas participé même à la définition donc, des critères. Pour avoir moins de problèmes, moins de défis, pour avoir plus d'acceptation dans la mise en œuvre des projets, il est crucial que les communautés à la base, et lorsque je parle de communautés à la base, je parle en même temps aussi des organisations nationales qui font partie également aussi de la communauté. Autrement dit, si un partenaire national n'est pas impliqué dans l'élaboration, la conception d'un projet, son appropriation au moment de la mise en œuvre également
va être aussi difficile. Et donc, que ce soit les communautés, que ce soit les leaders, que ce soit les partenaires impliqués, donc à tout le monde, en fait, lorsque nous concevons un projet, toutes les parties prenantes identifiées devraient être impliquées dans sa conception et dans sa mise en œuvre. Non, je suis parfaitement d'accord. Cette implication va amener une certaine appropriation de ce projet et ça fera que tout le monde se sente concerné. Alors, M. Diallo, toujours dans le cadre de ces concepts-là qu'on est en train de définir sur tout ce qui est gestion de projet, quelle est la différence entre suivi et évaluation ? Merci beaucoup pour cette question. Le suivi est un processus continu de collecte et d'analyse d'informations pour apprécier comment est-ce qu'un projet, un programme ou même une politique est mise en œuvre en comparant avec aussi donc les performances attendues. Autrement dit, pour le gestionnaire de projet, il s'agit donc tout au long de la mise en œuvre du projet, retenez bien cette expression tout au long. Autrement dit, le suivi est un exercice continu. Du début à la fin du projet, le gestionnaire de projet va faire le suivi. Et ce suivi, en fait, c'est quoi ? Il s'agit donc d'utiliser des outils de suivi dont nous avons parlé du cadre logique, qui est un élément de suivi, d'outils de suivi pour le gestionnaire de projet, de collecter ces informations, d'analyser ces informations et de comparer où est-ce que nous en sommes. Et donc le suivi est un élément important pour vraiment le chef de projet ou le gestionnaire en tout cas du projet, parce que, comme on dit, ce n'est pas à la fin de la course qu'on prépare son cheval. Autrement dit, le suivi permet justement de ne pas constater les dégâts à la fin du projet. Le gestionnaire du projet, il va faire le suivi. À un moment donné, il s'arrête, c'est comme un rétroviseur. Ouais. Il regarde, il faut un regard rétrospectif pour voir est-ce que si je continue comme ça, je ne vais pas me retrouver dans les caniveaux ou bien je vais arriver vraiment à destination. Et donc le suivi, c'est vraiment un outil permanent, continu, un processus continu qui va vraiment permettre donc de s'assurer que le projet est en train d'être conduit dans les règles, dans les bonnes conditions et que les résultats seront atteints. Alors que... D'où l'importance de marteler l'expression tout au long. Tout au long. Excellent. Exactement. Alors que lorsque nous parlons donc de l'évaluation, il s'agit donc d'une mesure en fait systématique aussi, qui est objective, en tout cas le plus objectif qui est possible, qui permet donc des résultats d'un projet ou d'un programme ou d'une politique effectivement donnée, en vue de déterminer sa pertinence, sa cohérence, son efficacité dans sa mise en œuvre et surtout également l'efficience et l'impact ainsi que la pérennité donc de ce projet. Autrement dit, lorsque nous parlons de suivi, c'est un processus qui ne se fait pas tout au long, mais qui se fait à des étapes. On peut faire, par exemple, une évaluation. On peut faire une évaluation de base, ce qu'on appelle une évaluation baseline. On peut faire une évaluation à mi-parcours, on peut faire une évaluation en fin de projet, on peut même faire une évaluation 2 ans, 3 ans après le projet. Et ici, pendant que le suivi se pose la question, comme je l'ai dit, est-ce qu'on est en train d'atteindre le résultat, l'évaluation va nous amener à nous poser la question, est-ce qu'on est en train de mettre le bon projet ? Autrement dit, la pertinence. Est-ce que ce que je suis en train de faire fait du sens ? On évalue pour voir est-ce que le projet est en train de changer la vie des communautés, est en train d'avoir l'impact qu'on recherche. Souhaité. Que ça soit, et également aussi, comme je dis à la base, où est-ce que je suis actuellement. Donc pour avoir donc justement ce qu'on appelle de donner des références. Et donc l'évaluation, la différence entre le suivi et l'évaluation, pour répondre à votre question, c'est que le suivi est un processus continu, alors que l'évaluation est mise en œuvre en des étapes. Mais également, l'évaluation, tandis que l'évaluation nous permet de savoir est-ce qu'on est en train d'atteindre le résultat, mais l'évaluation nous demande est-ce que le résultat que nous avons atteint fait du sens ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça a une valeur ajoutée ? Et autrement dit, est-ce que ce que vous êtes en train de faire est pertinent ? Donc, excellent. L'efficacité, l'efficience et l'impact. Non, c'est très très intéressant ce que vous dites. Et je suis certain que nos auditeurs comprennent véritablement cette différence. Alors, nous tendons vers la fin, M. Diallo. Mais avant, vos mots de la fin pour les jeunes et pour toutes les personnes qui nous suivent, qu'est-ce que signifie le terme hypothèse dans un projet ? Les hypothèses et les risques font partie du cadre logique. C'est un élément, en fait, ou disons, c'est des éléments du cadre logique. Généralement, on les retrouve à la fin
des cadres logiques. Et il se rapporte aux conditions qui doivent être mises en place, comme c'est prévu dans la réalisation donc, des résultats souhaités. Autrement dit, lorsque nous parlons des hypothèses, en fait, c'est des conditions, c'est des préalables, c'est des questions que nous nous posons que si ces défis, si ces problèmes-là ne sont pas résolus, ces problèmes peuvent à un moment donné impacter la vie du projet. C'est pourquoi on parle en fait des hypothèses. Il y a probabilité que ces risques-là surviennent. Et et tout bon projet, en fait, doit véritablement faire une analyse approfondie. Parce que, d'ailleurs, beaucoup de bailleurs ne financent pas des projets si cette partie n'est pas véritablement bien étudiée. Parce que, pour chaque risque ou hypothèse identifiée, on fait ce qu'on appelle un plan de mitigation ou bien un plan une mesure d'atténuation. Autrement dit, plus nous allons identifier les risques et les hypothèses, plus nous allons prévoir des mesures de mitigation et plus les projets ont plus de chances de réussir et moins de chances de rencontrer donc des difficultés. Et donc, dans ces hypothèses et ces risques-là, on peut les catégoriser. On peut avoir par exemple des risques opérationnels. Donc tout ce qui est interne, tout ce qui est lié par exemple à l'organisation même en tant que telle, en termes par exemple de qualité du personnel. Lorsque vous avez un financement important avec un volume de budget important et que vous ne prenez pas par exemple un comptable qualifié avec l'expertise avérée, c'est un risque. Et donc, lorsque par exemple, il peut y avoir aussi donc, une deuxième catégorie de risques qui peut être liée à des risques sécuritaire, par exemple. Et là aussi, il est important donc de faire l'analyse du contexte et de voir si nous intervenons dans tel zone. Il peut y avoir des risques liés même à la présence opérationnelle si, par exemple, les conditions de sécurité ne sont pas prises pour le personnel, avoir une identification claire, les badges, avoir des ordres de mission. Tout ceci, en fait, c'est des conditions, c'est des mesures qui doivent être prises pour répondre, en fait, aux risques liés au risque qui a été identifié au moment donc, de la conception donc, du projet. Et donc, les hypothèses et les risques, en fait, c'est une partie très importante vraiment de l'élaboration d'un projet parce que, en fait, c'est ce qui va permettre ce qu'on appelle d'éviter les surprises désagréables au moment donc de... Plus nous identifions, plus donc nous avons... éviter certains aléas. Celui qui ne prépare pas sa réussite prépare son échec. Et donc, pour éviter cet échec-là, donc, il est important donc, de bien traiter la question des risques et des hypothèses. Non, c'est très important. Merci énormément, M. Diallo. Aujourd'hui, véritablement, on a eu droit à un cours magistral et on a véritablement compris la notion de gestion de projet. D'ailleurs, comme toutes les thématiques qu'on a eu à traiter dans cette émission de concept humanitaire. Alors, M. Diallo, avant de nous quitter, est-ce que vous avez des mots de la fin? Merci beaucoup. Mes mots de fin, je pense que vont s'adresser surtout aux jeunes. Les jeunes, très important. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, je l'ai dit, est un laboratoire humanitaire. Vous avez la possibilité aujourd'hui donc de véritablement vous former dans le monde humanitaire, que ce soit au Mali ou bien dans d'autres pays donc, de la sous-région. Il est important donc aujourd'hui que nous puissions renforcer vraiment notre connaissance, en tout cas dans ce concept humanitaire-là. Donc aux jeunes vraiment de s'intéresser au monde humanitaire. Et vous savez, lorsqu'on est dans une ONG et lorsqu'on est dans une entreprise, ça fait deux. Rappelez-vous, au début de cette émission, je disais qu'un projet dans une entreprise et un projet différent. C'est complètement différent. Et souvent, il est vraiment important de venir en contact avec donc, les ONG. Ne pas seulement donc, se contenter des cours que nous donnons. Je donne des cours dans certaines universités et là, le module en fait, qu'on donne à l'université et le module en fait, qu'on donne dans nos ONG, c'est complètement différent. Donc, véritablement, donc, de s'intéresser au monde humanitaire, d'aller sur les différents sites des ONG pour vraiment faire des recherches. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mali a véritablement besoin de cadres compétents, des jeunes vraiment compétents et qui s'y connaissent vraiment dans le monde humanitaire. Merci beaucoup. Merci énormément, M. Diallo. Je suis certain que les jeunes ont entendu ce message-là et véritablement qu'ils feront le nécessaire. Merci pour ces éclairages. Nous retiendrons qu'un projet humanitaire efficace repose sur une vision, une méthode, des outils et des valeurs humaines fortes. Planifier, suivre, évaluer, se protéger la dignité des communautés et garantir l'impact.
Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'être avec nous. Cette émission vous a été présentée par Yehia Boré et mise en onde par Salim Djouara. Restez à l'écoute de votre radio Humanité et Développement HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire et la voix des humanitaires au service des communautés. Concept humanitaire. Comprendre les principes et valeurs pour mieux servir l'humanité, car ils sont des boussoles qui guident l'action et transforment des vies. Concept humanitaire.